Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information de 20 h sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. À la une de ce journal, trois principaux titres. Guinée politique, le président Alpha Condé a rencontré le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Au sortir de ces échanges, l'opposant guinéen a exprimé sa déception, une déclaration qui pourrait ramener des manifestants dans les rues à Conakry. Afrique Santé, Ebola résiste en Afrique de l'Ouest. De nouveaux cas ont été détectés en Guinée et en Sierra Leone. Une nouvelle qui suscite la peur au sein des populations de ces deux pays qui tentaient de se remettre de cette pandémie. Zambie, environnement, le lion et le léopard de nouveau chassés. Les autorités zambiennes ont réautorisé la chasse de ces espèces protégées sur leur territoire après 2 ans d'interdiction. Objectif, alimenter les caisses de l'État. Et dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Roland Jacou va nous rejoindre sur ce plateau pour nous parler de l'exposition Paris 80 Pulsations d'un photographe camerounais qui retrace les premiers pas des artistes africains dans la capitale française. Bienvenue. Ce journal s'ouvre avec l'actualité politique. Mohamed VI, le roi du Maroc, est arrivé ce mercredi à Dakar, au Sénégal. Cette visite est la première étape d'une tournée dans 3 autres pays d'Afrique subsaharienne. C'est sa 3e tournée africaine en 3 ans. Abdulaziz Maïka. Le périple subsaharien de Mohamed VI, le roi du Maroc, a commencé hier par le Sénégal. Accueilli à l'aéroport de la capitale sénégalaise par le président Macky Sall et des membres de son gouvernement, le souverain chérifien a été salué par des coups de canon. S'en est suivi le passage en revue des éléments des armées de terre, de l'air et de la marine. Pour Macky Sall, le nouveau président en exercice de la CEDEAO, cette visite est extrêmement importante et témoigne d'une relation ancienne, confiante et solide, faisant l'exception sénégalo-marocaine. Si l'on s'en tient au service de communication du palais, cette visite sera marquée par la signature d'importants accords de coopération économique et sociale pour le renforcement des échanges commerciaux et l'investissement entre les deux pays. Par ailleurs, le roi marocain serait aussi un missionnaire dans les pays africains pour le compte de l'Arabie saoudite. En effet, les Saoudiens qui redoutent l'entrée de la rébellion qui a plongé le Yémen voisin dans la crise et qui cherchent désespérément des partenaires pour affluer sa défense auraient fait du roi Mohamed VI leur atout pour convaincre les pays encore réticents. Le souverain du royaume chérifien séjournera au Sénégal durant 1 semaine. Son périple l'emmènera ensuite en Côte d'Ivoire, au Gabon et en Guinée-Bissau. Il s'agit de la 3e tournée du genre en 3 ans sur le continent africain où l'activité diplomatique du royaume vise notamment à contrebalancer son absence de l'Union africaine. La page politique se poursuit, comme je vous l'annonçais en titre. Le président Alpha Condé a reçu Cellou Dalein Diallo au palais présidentiel de Conakry mercredi. Le leader de l'opposition s'est dit un peu déçu au sortir de cette rencontre. Une position qui pourrait pousser l'opposition à de nouveau appeler le peuple à manifester. Urel Abaga. Pour la première fois depuis 3 ans mercredi, Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo se sont rencontrés officiellement. Le président de la République a reçu au palais présidentiel le leader de l'opposition qui avait renoncé à prendre part à une rencontre similaire il y a près de 2 semaines. L'entrevue entre le chef de l'État et l'ancien Premier ministre devait tourner autour du calendrier électoral contesté par l'opposition, dont les manifestations dans les rues sont quasi quotidiennes. Les 2 hommes d'État qui ont discuté à huis clos ont également parlé de l'identification des responsables des crimes commis pendant les manifestations de l'opposition, de l'indemnisation des victimes, des solutions de paix et du fondamentalisme religieux en Guinée. Cellou Dalein Diallo n'est cependant pas sorti de la présidence avec un grand enthousiasme. On n'a pas donné de réponse à toutes, si vous voulez, à mes propositions ou à mes demandes. Il a dit qu'il a pris bonne note de tout ce que j'ai dit et qu'il va confronter tout ça avec les propositions et les analyses de la mouvance et qu'il fera naturellement, il communiquera sa position. Selon nos confrères présents au domicile du leader de l'opposition, où il a improvisé un point de presse, Cellou Dalein Diallo s'est dit déçu de cette rencontre qui ne s'est pas déroulée comme il le souhaitait. Le ministre à la plus grande longévité sous la Seconde République de Guinée dit avoir parlé seul alors qu'il espérait échanger avec le président Alpha Condé. Une déclaration qui n'est pas de nature à rassurer l'opposition et qui pourrait pousser ses leaders à organiser d'autres manifestations susceptibles d'avoir de lourdes répercussions sur ce pays qui n'en a pas encore fini avec la crise sanitaire due au virus Ebola. À défaut de satisfaire toutes les revendications des opposants, le camp Alpha Condé devrait au moins proposer des compromis qui permettraient de ne pas faire tomber le pays dans un chaos sans précédent.
En Guinée, nous restons. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme s'est prononcée mercredi contre la participation de Moussa Dadis Camara à la prochaine élection présidentielle dans son pays. La FID et la société civile guinéenne estiment à raison que l'ancien chef de la junte doit être entendu par la justice avant de songer à un mandat électif. Baga. Mercredi à Conakry, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme a déclaré son opposition à la participation de Moussa Dadis Camara à la présidentielle d'octobre prochain. La FIDH, aux côtés de près d'une trentaine d'organisations guinéennes de la société civile, répondait aux questions de la presse au cours d'une conférence organisée quelques jours après le début de sa mission en Guinée. Le 11 mai dernier, Moussa Dadis Camara s'était déclaré candidat aux futures présidentielles guinéennes depuis Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il est exilé depuis 2010. Une nouvelle qui avait choqué plus d'une sensibilité, sans toutefois soulever de réactions officielles immédiates. Plus d'une semaine donc après la sortie de l'ancien chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée entre 2008 et 2009, l'Organisation guinéenne des droits de l'homme a profité du passage de la FIDH en Guinée pour exprimer son mécontentement. S'exprimant au nom de l'OGDH, Thierno Moduso, le président de cette ONG, a considéré la participation de Moussa Dadis Camara à la prochaine consultation électorale comme une insulte pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Des violences perpétrées par les soldats de Dadis, qui étaient alors président de la République. La FIDH et les ONG guinéennes estiment que Moussa Dadis Camara doit se présenter à la justice, être entendu sur son rôle dans la manifestation pacifique réprimée qui avait fait 157 morts avant d'aspirer au fauteuil présidentiel par la voie des urnes. Près de 6 années se sont écoulées depuis ces violences, mais aucun procès n'a jusqu'à présent été ouvert pour faire la lumière sur cette affaire et en sanctionner les commanditaires. Moussa Dadis Camara a toutefois été entendu au Burkina Faso à la demande de la Guinée, même si aucune conclusion n'a été tirée. Comme presque tous les observateurs, la FIDH et les ONG guinéennes estiment que la politique doit cesser de servir de couverture aux acteurs politiques en conflit avec la loi. Présents sur le territoire gabonais, les pays de l'Afrique centrale se sont bien engagés dans la lutte contre le terrorisme, davantage dans le contexte actuel marqué par l'expansion de la secte islamiste Boko Haram. Aussi était-il judicieux, selon la feuille de route du comité de coordination régionale contre le terrorisme, que les experts examinent les facteurs de propagande qui menacent la sous-région et élaborent par la suite la stratégie. Patricia Didi-Mouélé. La menace terroriste dans la sous-région constitue le leitmotiv de cet atelier qui a vu la participation des experts venus de New York. Échanges fructueux qui ont permis aux différents participants d'examiner les facteurs inhérents à la propagation du terrorisme et d'élaborer des stratégies, d'où le satisfecit des participants. Cet atelier qui s'achève, à notre humble avis, est une grande réussite et a connu un vibrant succès. La lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent passe ainsi par le renforcement des capacités. Face à cette menace d'ailleurs présente dans la sous-région, il importe donc de prendre à bras-le-corps ce phénomène. La logistique était un point important à examiner pour savoir comment savoir comment agir sur cette source de financement, sur les différentes sources de financement qui permettent à la menace de s'épandre et de devenir un facteur de déstabilisation de nos États. Rendez-vous est donc pris pour septembre prochain pour le dernier atelier de la feuille de route qui va être consacré à la justice partant des droits de l'homme. Économie à présent, une grève générale a été observée ce mercredi. La région-ville du bassin minier tunisien pour réclamer des emplois et le développement de cette partie du centre du pays qui est productrice de phosphate, mais parmi les plus pauvres de la Tunisie. Compte rendu de Judy Koindo. Dans les villes du bassin minier tunisien, commerces, écoles et institutions publiques étaient fermés à l'appel de syndicats régionaux et d'associations de la société civile en raison d'une grève observée par les syndicats. Pour les manifestants, l'État doit trouver aujourd'hui des solutions d'urgence pour faire face à la pauvreté, précisant qu'il y a des familles qui vivent dans une grande pauvreté et qu'il faut les aider. Nous avons beaucoup de problèmes. Les revendications des habitants doivent être prises en considération. Nous ne voulons pas des décisions parachutées et les responsables doivent écouter les revendications des gens. Le gouvernement doit envoyer un fonctionnaire pour noter les exigences des citoyens sans les reformuler.
Le bassin minier a été le théâtre d'une insurrection réprimée en 2008 dans le sang par le régime de Ben Ali, renversé lors de la révolution de janvier 2011. La région est stratégique en raison de ses mines de phosphate, mais reste parmi les plus pauvres de Tunisie. Depuis 2011, la production minière a chuté en raison des nombreux mouvements sociaux et malgré l'embauche de milliers de personnes pour tenter de juguler la grogne. La production de phosphate est d'ailleurs à l'arrêt depuis près d'un mois en raison de conflits sociaux. Nous revendiquons des solutions immédiates pour améliorer la situation et notamment en ce qui concerne la compagnie des phosphates EGAFSA et le groupe chimique. Mais ce que nous avons vu, ce n'est que la reprise de 2 projets proposés par le gouvernement de Ben Ali. Un puits d'irrigation qui ne va pas servir à grand-chose et l'expansion de l'hôpital local de Mdila. La Tunisie a connu en janvier 2011 une révolution largement motivée par la misère et le chômage. Les gouvernements qui se sont succédés depuis se sont tous engagés à réduire les inégalités régionales et le chômage, mais l'économie tunisienne reste en difficulté. Santé à présent, ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a annoncé 28 nouveaux cas d'Ebola recensés la semaine dernière en Sierra Leone et 7 autres en Guinée. C'est un bilan qui serait 4 fois plus important que la semaine précédente. Léat. Le nombre des nouveaux cas d'Ebola en Guinée et en Sierra Leone a augmenté. 35 victimes ont été recensées la semaine dernière dans 6 districts de Guinée et de Sierra Leone. Et c'est surtout la Guinée qui est touchée, où l'épidémie a débuté fin 2013, a été la plus durement touchée la semaine dernière, avec 27 cas rapportés, contre 7 la semaine précédente. Selon les derniers chiffres, Ebola a infecté un total de près de 27 000 personnes et fait 11 120 morts, principalement en Guinée et en Sierra Leone, mais également au Libéria voisin, déclaré exempt de la maladie le 9 mai dernier. Notons que l'OMS tient sa 68e Assemblée mondiale de la santé du 18 au 26 mai à Genève concernant la gestion de l'épidémie d'Ebola. L'on peut déjà retenir que la réforme de l'OMS a été entérinée ce mardi 19 mai. Parmi les changements apportés au terme de cette réforme, l'on peut citer la création du programme unique pour les urgences, doté d'une équipe destinée à être rapidement déployée sur le terrain avec un objectif, faire face aux crises sanitaires à venir. De la santé à la société, le mariage des mineurs concerne 15 millions de fillettes chaque année dans le monde, selon les participants d'un colloque organisé au Maroc par une ONG. Ce fléau alimenté par la pauvreté, l'ignorance et la peur demande une lutte urgente. Compte rendu d'Abdoulaziz Maïga. Lutter contre le mariage des mineurs, tel est l'objectif assigné par l'ONG Girl Not Bright, regroupant 450 organisations de la société civile de 70 pays. Il en ressort de ce colloque ouvert ce mardi à Casablanca au Maroc que le mariage des mineurs est un fléau alimenté par la pauvreté, l'ignorance et la peur et fait des millions de victimes dans le monde. Pour la directrice de l'ONG, si rien n'est fait d'ici 2050, ce sont 1,5 milliard de filles qui seront mariées de force. Au niveau mondial, on sait maintenant qu'il y a près de 15 millions de filles qui sont mariées chaque année à travers le monde. C'est quand même un nombre énorme. C'est une fille sur 3 dans les pays en voie de développement qui est mariée avant l'âge de 18 ans. Une fille sur 9 qui est mariée avant l'âge de 15 ans. Parmi les pays les plus touchés, on compte le Bangladesh, l'Inde ainsi que le Niger, où 244 000 filles sont mariées avant 18 ans, soit 3 sur 4 d'après l'UNICEF. Pour les participants, les failles du système éducatif sont décriées en priorité, mais la sensibilisation des communautés en est un préalable. Quand on parle de mariage d'enfants, c'est une décision qui est prise entre un père et une mère ou qui est prise par un des parents qui a la tutelle de l'enfant. Donc c'est à ce niveau qu'il faut d'abord intervenir. À la fin de l'année 2014, l'Assemblée générale de l'ONU pour la première fois a adopté une résolution appelant les gouvernements à interdire les mariages des enfants. L'Union africaine de son côté a lancé une campagne sur 2 ans pour mettre fin au mariage des enfants, pendant que plusieurs gouvernements d'Asie du Sud ont adopté un plan d'action régional pour agir conjointement.
La page environnementale de ce journal, le Gabon, un forum sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement s'est ouvert à Libreville ce jeudi matin au menu la pratique des normes internationales en vigueur susceptibles d'améliorer les conditions de travail, la sécurité des travailleurs et la protection de l'environnement. Marielle Biogou était sur place. Venir à bout des dysfonctionnements et carences enregistrés en matière de sécurité et de santé au travail. Telle est la problématique sur laquelle planchent les organisateurs du forum sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement, jeudi et vendredi à l'immeuble Arambo de Libreville. En effet, ces assises arrivent à point nommé puisqu'elles se greffent à la politique de prévoyance sociale mise en place par le gouvernement gabonais qui a rehaussé de sa présence ce forum. Cette politique vise à mettre l'employé au premier plan au sein de l'entreprise, malgré les insuffisances criardes encore constatées, notamment l'absence de médecins et psychologues du travail dans plusieurs entreprises. La touche spécifique de ce forum est pour le coordonnateur général. L'outil HSE. L'outil HSE aujourd'hui qui vient en complément de la RSE, donc la responsabilité sociétale. D'accord ? Il faut dire que cet outil-là est important pour la dynamique impulsée par le Gabon. Donc ce forum, il y a des recommandations, il y a des résolutions qui doivent être prises en matière des risques professionnels, notamment par la création d'un observatoire. Il y a des enjeux importants de formation HSE. Également le schéma de mise en place de la démarche HSE. Avec un accent particulier sur les entreprises du secteur pétrolier, les organisateurs envisagent au sortir de ce forum étendre ces questions aux autres secteurs d'activité afin de mieux faire connaître l'organisation au travail et repenser les programmes de formation en la matière. Il reste à souhaiter que ce forum ait l'écho escompté auprès des responsables d'entreprises pour que ces derniers osent s'approprier un nouveau style de management. Restons en environnement. La Zambie a réautorisé la chasse aux lions et aux léopards après 2 ans d'interdiction. Selon les autorités, cette mesure prise depuis janvier 2013 après un scandale de corruption à la tête de l'organisme public chargé de la protection de la nature et des permis de chasse vient d'être levée pour alimenter les caisses de l'État. Marie-Angèle Gono. La Zambie a autorisé une nouvelle fois mercredi la chasse aux lions et aux léopards. La mesure d'interdiction prise en janvier 2013 après un scandale de corruption à la tête de l'organisation publique chargée de la protection de la nature et des permis de chasse vient donc d'être levée afin d'alimenter les caisses de l'État grâce au droit de la chasse. Elle devra se faire selon la réglementation en vigueur. La raison pour laquelle nous avions mis en place une interdiction venait du fait que les régulations n'étaient pas suffisantes. Désormais, il y a de très bonnes régulations qui ont été mises en place pour réguler la chasse aux lions et aux léopards. Ce n'est pas parce qu'on a supprimé l'interdiction que l'on va les laisser se faire tuer sans distinction. La chasse aux lions démarrera durant la saison de chasse 2016-2017, tandis que celle aux léopards sera rouverte cette année 2015. Selon les autorités zambiennes, le nombre de lions dans le pays est estimé à environ 4 000 et la population de léopards à 8 000, un niveau jugé satisfaisant et suffisant pour ouvrir la chasse. Mais les défenseurs de la nature, à l'instar de James Shungu, membre de l'Uzengwa Conservation Trust, contestent ces chiffres et dénoncent cette décision du gouvernement. Le World Wide Fund, par contre, salue cette initiative. La position de WWF est que oui, c'est un geste positif du gouvernement, c'est un geste qui va permettre d'aider à restaurer la gestion de la conservation des lions et des léopards dans les zones de conservation qui vont désormais recevoir des revenus de la chasse de ces espèces tant que cela est fait de façon responsable. Bien que controversée, la chasse au gros gibier en Afrique australe est considérée par de nombreux experts comme un moyen efficace de protection de la faune sauvage à long terme. Nous ouvrons la page sportive de ce journal. Hervé Renard devrait bientôt devenir le nouvel entraîneur de Lille et succéder à René Girard qui quitte le club 1 an avant la fin de son contrat après une première saison pleine de succès mais une seconde ratée. Reportage de Willy Tenangoy de Bambera. C'est fait à 99%, a indiqué une source proche du dossier. Un accord a été trouvé pour un contrat de 3 ans entre le LOSC et Renard, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, qu'il a amené au titre de champion d'Afrique cette année.
Selon cette source, il reste quelques petits détails financiers à régler, surtout avec la Fédération ivoirienne de football. Le club français devra en effet lui verser environ 400 000 €, montant de la clause libératoire du technicien de 46 ans qui avait déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations une première fois avec la Zambie en 2012. Renard, qui conserverait le même salaire, environ 50 000 € net par mois, et le même adjoint, Patrice Baumel, devrait signer la semaine prochaine avec le LOSC. Les Lillois qui occupent la 8e place au classement de Ligue 1 vont affronter Metz samedi pour la dernière journée. Avant même d'avoir signé, l'ex-entraîneur de Sochaux, qu'il avait échoué à maintenir parmi l'élite la saison passée pour sa première expérience en Ligue 1, se penche déjà sur le squelette de sa future formation. Dans la foulée, il a demandé la prolongation pour 3 ans du capitaine Rio Mavuba en fin de contrat. L'international français qui touche environ 250 000 € brut mensuels devra consentir une baisse de salaire de 50% pour devenir la pièce maîtresse de Renard, n'a pas encore pris sa décision. Et encore du sport avant la rubrique 7 en plus de ce soir dans le cadre des demi-finales de la 31e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Le club gabonais Stade Mondji de Port-Gentil a assuré sa qualification cet après-midi face à Flowers du Bénin au Prytanée militaire de la capitale gabonaise Libreville. Michel Zeuy. Le club gabonais Stade Mondji de Port-Gentil s'est qualifié brillamment jeudi face au club béninois Fleurs en l'écrasant sur un score de 32-25 lors des quarts de finale disputés au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Les Gabonais qui se sont transformés en guerriers ont arraché leur ticket de qualification sur leurs propres installations. Ils ont dominé leurs adversaires de bout en bout malgré leur avance de 2 buts pendant les 5 premières minutes du match. Malgré plusieurs tentatives de réduction du score en vain de la part des Béninois, ces derniers, acculés par leurs homologues, n'ont pas pu renverser la vapeur. Une qualification méritée qui donne de l'espoir au pays organisateur. Nous sommes très heureux. Vous savez que depuis au moins 3 matchs, on va dire, trouvé les repères qu'il faut. On est dans la bonne vibe et puis nous sommes à domicile avec les nouvelles qui nous arrivent ici et là que nos équipes gabonaises ont été éliminées. Donc ça nous booste. Histoire d'être dans la compétition, histoire de représenter le pays. Nous, toute cette victoire, on la dédie à tout le peuple gabonais, à tous ceux qui aiment le handball et à tous ceux qui nous soutiennent. Sur 3 clubs qui ont représenté le Gabon, seul le Stade Mondji a pu franchir le cap des demi-finales. Car chez les dames, Phoenix et la jeunesse sportive de Mouila ont été éliminés. Phoenix s'est écroulé à la dernière minute face à l'Africa Sport de Côte d'Ivoire, 19 buts à 20, suite à un manque d'expérience et de naïveté. Tandis que la jeunesse sportive de Mouila est tombée à la veille des quarts de finale face au club des forces armées et police du Cameroun. Les demi-finales se disputeront donc samedi 23 mai au Prytanée militaire de Libreville. Et une actualité que nous continuerons à suivre sur nos différentes éditions d'information. Je vous l'annonçais au début de ce journal, dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir. Roland Djakou nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler de l'exposition Paris 80 Pulsations d'un photographe camerounais qui retrace les premiers pas des artistes africains dans la capitale française. Retrouvons-nous dans un court instant. Paris 80 Pulsations est l'exposition du photographe camerounais Bill Akwabe Toté que le théâtre Berthelot de Montreuil en France accueille depuis le 12 mai et ce jusqu'au 1er juin de l'année en cours. Cette exposition retrace les premiers pas des artistes africains dans la capitale française. Roland Djakou. À l'occasion du festival Rare Talent, après Babel Med à Marseille en mars dernier, le photographe d'origine camerounaise Bill Akwabe Toté expose au théâtre Berthelot à Montréal jusqu'au 1er juin prochain les photos en noir et blanc des premiers pas des artistes africains dans la capitale française. Paris 80 Pulsations présente des clichés de Manu Dibango avec Relema, Lokwa Kanza, Gwem, Bahaba Mahal, Myriam Makeba à l'inauguration d'une place Nelson Mandela en Nanterre, le premier concert de Fela Kuti à Paris en 1981 au studio Gabriel avec à ses côtés au saxophone son fils Femi. Quand Mamadou Conti, manager de Salif Keita à l'époque, signe à Paris avec Chris Blackwell du label Iceland pour son premier album solo à apparaître en 1987, c'est encore une fois lui qui immortalise l'événement. Dans les années 80, le photographe camerounais immortalise le début de ceux qui sont aujourd'hui les ambassadeurs de la musique du continent.
Un travail unique sur un mouvement d'affirmation identitaire qui révèle aujourd'hui sa dimension historique. Grandi à Douala dans les années 60 et arrivé en France dans les années 70, le grand Camerounais choisit de vivre de sa passion et apprend les ficelles du métier aux côtés d'un photographe corse entre mariage et portrait en studio. Il se passionne pour finir à la scène musicale africaine, une passion que le temps a sans doute révélé la valeur des images qu'il expose aujourd'hui et qu'il s'attelle à transmettre par le biais d'ateliers et de masterclass. Roland Djacou, bonsoir. Bonsoir Dina. Et bienvenue sur le plateau du journal de 20h. Alors Roland Djacou, que représente cette exposition Paris 80 Pulsations du Camerounais Bilakwa Betote? Alors, cette exposition représente l'histoire, la mémoire, parce que aujourd'hui, grâce à cette exposition, des personnes qui sont en France, parce que c'est pas seulement la première fois qu'il expose ses photos, c'est un patrimoine d'ailleurs culturel pour le continent, vu que lui, il a pris le temps depuis les années 80 de suivre la majorité des artistes qui sont aujourd'hui des ambassadeurs de la musique du continent. Il les a suivis pendant un bon bout de temps pour des personnes qui avaient des spectacles, pour des personnes qui étaient invitées dans des mariages à l'époque, vu qu'il n'y avait pas aussi... la technologie n'était pas aussi avancée comme aujourd'hui pour pouvoir filmer avec des téléphones portables. Donc lui, avec son objectif, il a pris le temps de les suivre un peu partout dans des studios pour essayer d'immortaliser justement ces instants qu'on ne pourra plus jamais retrouver, notamment des artistes qui sont déjà partis dans l'au-delà, notamment comme Myriam Makeba, Fela Kuti et bien d'autres encore. Donc on retrouve justement leur début, parce qu'il s'agit de ça, c'est le début des artistes à Paris, des artistes qui quittaient l'Afrique dans les années 70 pour arriver à Paris, notamment comme Manu Dibango qui arrive à Paris, Fela Kuti qui donne son premier spectacle en France en 1981. Donc il les a suivis, il a essayé d'immortaliser. Aujourd'hui, c'est un patrimoine pour tous les enfants d'Afrique, notamment pour la diaspora, parce qu'à Montreuil, il y a beaucoup de personnes qui vont déjà de ce côté-là depuis le début de l'exposition. Et voyez comment est-ce que ces artistes ont commencé, parce qu'à travers ces photographies, on s'est fait une petite idée de ce que ces gens-là pouvaient ressentir ou encore pouvaient avoir en ce qui concerne justement le début de leur carrière. Justement, Roland, il a, grâce à son œuvre, immortalisé ces instants importants des ambassadeurs de la musique africaine du côté de Paris, la capitale française. Selon vous, Roland, qu'est-ce qui avait motivé le photographe à se consacrer à ce type de photographie? Ben justement parce que c'est justement le fait qu'il fallait garder une mémoire de ses débuts. Il avait eu à penser comme ça. On ne sait pas trop ce qui l'avait motivé de pouvoir réfléchir de la sorte, parce que quand il arrive en France dans les années 70, il apprend la photographie auprès d'un Corse, qu'il apprend plutôt, qui lui montre les techniques de la photographie, parce que déjà passionné par l'image du fait que son oncle revenait de l'Angleterre et de la Chine avec certaines photos, il était un passionné des images. Et après, arrivé en France dans les années 70, il se met aux côtés d'un Corse qui lui apprend les techniques de la photographie. Mais par la suite, il se rend compte que des artistes africains qui commençaient à peine dans le monde de la musique, qui n'avaient pas un certain nombre de notoriété, n'étaient pas valorisés à un niveau beaucoup plus important. Donc lui, avec son objectif, il a commencé à les suivre, il a pris des photos, aujourd'hui qui devient un patrimoine africain. Alors, à travers cette exposition, il témoigne de ce qui fut justement la saga musicale des années 80, parce qu'il y a eu une mutation, des années 70 à 80, 80 à 90. Donc lui, il a pris la peine justement de suivre ces instants-là, notamment des années 80 jusqu'aux années 90. Donc aujourd'hui, c'est toute une panoplie de photos qu'il expose du côté de Montreuil, qui permettra à cette nouvelle génération, nous peut-être notre génération, de pouvoir comprendre et de comprendre exactement comment ça s'est passé dans ces années-là. Alors, dernière question, Roland, nous comprenons très bien que ce sujet vous passionne autant avec le développement des nouvelles technologies. Est-ce que cette exposition a un impact, sinon aura un impact réel sur les participants, sur les personnes qui y vont depuis le 12 mai? Bien sûr, c'est un impact très positif. Pourquoi? Parce que la nouvelle technologie aujourd'hui permet, notamment les appareils photo ou encore les téléphones portables, de filmer le présent, alors que c'est une histoire, enfin ce sont des photos qui datent vraiment de plusieurs années derrière nous. Donc même s'il y a la nouvelle technologie, la nouvelle technologie ne pourra que reprendre ce qui existe déjà. Donc lui, Akwa Betote a pris la peine justement de conserver ça, la nouvelle technologie. D'accord, ça viendra peut-être permettre en sorte que ça puisse être valorisé davantage, mais toujours est-il, c'est que ce sont des images qu'on ne pourra plus jamais avoir. Si Betote n'avait pas pris cette initiative il y a de cela 20 ans derrière nous, on ne
pouvait pas voir ce que fait, par exemple, l'image de Fela Kuti sur scène en 1981, ou encore Manu Dibango quand il arrive en France, ou encore bien d'autres artistes encore. Donc la nouvelle technologie est là, d'accord, ça permettra peut-être qu'on puisse numériser ou encore donner un autre sens ou encore une autre exposition peut-être numérique à ces photos, mais l'impact positif sur la nouvelle génération, oui, ça forme cet impact-là. Merci Roland Djakou d'être passé sur le plateau du journal de 20h justement pour nous parler de cette exposition Paris 80 Pulsations, une exposition qui permet aujourd'hui d'immortaliser, qui a permis et qui permet d'immortaliser ces grands ambassadeurs de la musique africaine. Ce journal est à présent terminé, mais avant le rappel des 3 principaux titres qui l'ont constitué. Guinée politique, le président Alpha Condé a rencontré le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Au sortir de ces échanges, l'opposant guinéen a exprimé sa déception, une déclaration qui pourrait ramener des manifestants dans les rues à Conakry. Afrique Santé Ebola résiste en Afrique de l'Ouest. De nouveaux cas ont été détectés en Guinée et en Sierra Leone, une nouvelle qui suscite la peur au sein des populations de ces 2 pays qui tentaient de se remettre de cette pandémie. Zambie, environnement, le lion et le léopard de nouveau chassés. Les autorités zambiennes ont réautorisé la chasse de ces espèces protégées sur leur territoire après 2 ans d'interdiction. Objectif, alimenter les caisses de l'État. Et dans le cadre de la rubrique 7 en plus de ce soir, Roland Djakou était avec nous sur ce plateau pour nous parler de l'exposition Paris 80 Pulsations d'un photographe camerounais qui retrace les premiers pas des artistes africains dans la capitale française. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve juste après pour le 7 endroit. À demain 20h. Bonsoir.